Salut YouTube, salut tout le monde, bienvenue dans l'émission où on fait une revue d'actualité qui va au-delà de ce que disent les droits tardés. On aura quelques thèmes en commun avec eux, mais on va à chaque fois essayer d'avoir un éclairage économique dessus. Salut Alex, salut Victor, comment ça va? Salut Salut. Victor aussi. La forme, comme d'hab, hein, prêt à casser du socialiste. Moi, là, je suis dans la TVA. Je sais pas si vous devez gérer des trucs comme ça de votre côté. Donc, quand on finit un trimestre, on se mange des trucs de TVA. Et plus ça va, plus je parle avec des gens comme vous, plus j'ai l'impression d'être en train de consacrer du temps comme un esclave pour permettre à l'État de mieux m'entuber. Et donc, c'est vraiment une période très désagréable parce que le temps qu'on passe dans la compta, c'est vraiment un temps qui vise à faciliter la capacité de l'État à te voler. Donc plus ça va, plus je déteste ça. Et je pense qu'un de mes prochains combats, ça va être de sortir complètement de ce bazar. Je suis d'accord, surtout qu'en fait, pour moi, ça a été détourné de sa fonction principale, parce que la compta en soi, c'est pas inutile pour suivre le bilan de ta société concrètement. Et à la base, c'est très sain. Mais en fait, aujourd'hui, c'est devenu une telle torture qu'en fait, t'as même plus envie de savoir. Enfin, tu vois, par exemple, nous, sur notre boîte, juste savoir où on en est d'un point de vue bénéfice, je veux pas savoir. Je veux avoir la surprise en fin d'année parce que c'est hyper angoissant. En fait, tu vas juste essayer de deviner à quelle sauce tu vas te faire manger et combien on va te Mhm. ponctionner. Là, normalement, tout le monde a dû recevoir l'avis de CFE. Bon, Dieu Oh, merci, nous, on n'a j'adore. pas à la payer cette année. Mais, mais courage à ceux qui doivent la payer. Et c'est vrai que c'est une énorme angoisse. Moi, le moins j'y touche, le mieux je me porte. Et pour ceux qui font ça tout seuls, bravo, vous êtes des saints. C'est hors Moi, norme. j'ai payé la dernière CFE de ma vie, là. Plus jamais je me fais entuber là-dessus. Mais ça a été aussi une de mes réalisations. Le fait que donc j'avais une boîte chez moi. Le fait que tu sois taxé en tant que personne qui habite chez toi et que tu sois taxé en plus en tant qu'entreprise qui habite chez toi, moi je me dis la prochaine étape c'est qu'il faut qu'ils divisent nos identités. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on taxerait pas Victor qui est sur YouTube et qui est sur Internet? On pourrait diviser les différentes personnes. Victor qui respire, Victor qui marche dans la rue, Victor qui part en voyage, etc. On pourrait diviser les personnalités juridiques pour t'ajouter des impôts à différents endroits de ta vie parce que on en est là, quoi. Mais c'est lunaire, hein. Ça, je comprends Ouais, même pas ouais. que ce soit possible de taxer deux fois un même lieu pour deux fonctions qui sont normalement censées être différentes. Je comprends pas comment il le justifie. Et ouais, je t'ai coupé, Victor. Ça s'appelle la TVA au final, hein. Tu Ouais. taxes à chaque fois qu'il y a une revente sur le même produit. Au final, la TVA, ouais, tu taxes X fois qu'il y a eu d'action sur le produit. Bah, ça dépend, parce que si t'es pro, tu la récupères. Mais si t'es un particulier qui revend un produit, oui. Mais normalement, ça fait Ouais, pas même sens, même tu vois. ça, c'est un énorme scam, quoi. Le fait de récupérer la TVA. En fait, il n'y a pas de récupération. Tu as T'es dû augmenter le prix de ton produit. Donc, au final, c'est le client qui le paye plus cher. Toi, tu as moins de clients parce qu'au final, tu es obligé de payer la mafia. Euh, tu es un c'est- collecteur bénévole. Je crois que c'est toi, Ouais, mais Victor Ferry, en plus, qui l'avait tweeté à un moment. Ah mais moi je te jure, c'est un coup à virer mon comptable, hein. Moi, si mon comptable me fait une démonstration pour m'expliquer non, mais la TVA c'est pas un impôt, c'est coup de pied au cul en fait. Je supporte pas qu'on me dise non, mais la TVA tu la payes pas vraiment. Non mais allô, j'ai de l'argent sur mon compte en banque de mon entreprise et une fois tous les trimestres il y a 20% qui part dans la poche de l'État, donc faut arrêter. C'est moi qui fais le travail, c'est une partie du prix que le consommateur serait prêt à me filer qui part dans la poche de l'État, donc non non, c'est une saleté d'impôt répugnant comme tous les autres. Bref, voilà. J'ai plein de news que je voudrais débriefer avec vous, les camarades. Est-ce que vous voulez commencer par m'envoyer un truc ou est-ce que je commence par envoyer un truc? Dites-moi. Envoie. Commence, t'as l'air chaud. J'en ai une petite après Alors, sympa. on va, Avec Macron. on va partager avec... Ah, j'adore. C'est un de mes gauchistes préférés. Alors, on va se mettre ça. On va se partager, je pense, celle-là. Voilà. D'accord, très bien. Bon, on va parler un peu de Chine, parce que je sais pas si vous avez vu passer la news, mais là, le communisme français s'est agité pour empêcher les gens de recevoir leurs colis Chine, et ça a été vraiment un grand acte de souveraineté de la part des autorités françaises. Là, ils ont mis le paquet, et donc bon, on va regarder cette petite news, parce que moi j'aime bien, tu sais, quand les politiques se bougent, c'est toujours très impressionnant, très intéressant, donc on va se mater ça. Effectivement, nous, on n'arrêtera pas les contrôles tant que les normes ne seront pas respectées. Je tiens à vous dire que les douaniers, tous les jours,
ouvrent des paquets, ouvrent des colis, tous les jours saisissent, tous les jours mettent de côté, tous les jours ramènent à la destruction de produits dangereux. L'opération aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue Serge Papin, elle est inédite parce que les douaniers font ce travail tous les jours. Ils ont d'ailleurs des bureaux dans les entrepôts logistiques. Et aujourd'hui, c'est 100% de tous les colis arrivés depuis 24 heures qui sont bloqués. C'est 200 000 colis qui vont être ouverts par les douaniers, la DGCCRF, pour justement alimenter les 3 procédures qui ont été initiées par le Premier ministre. La première procédure, vous le savez, c'est la suspension du site. La deuxième procédure, c'est une enquête judiciaire. Et la troisième procédure, c'est une enquête européenne. Pour que nous puissions réussir à mettre un frein à ce qui est un système qui est manifestement non conforme par rapport à toutes nos normes, toutes nos règles et toute notre fiscalité, je vais y revenir, il faut qu'on puisse avoir des preuves. Les douaniers en ont tous les jours, mais aujourd'hui, la plateforme ne pourra pas dire qu'on a juste ouvert les mauvais paquets. Nous allons ouvrir tous les paquets et je tiens à mon tour à vraiment remercier toutes les équipes mobilisées. Vous savez que nous étions venus dans cet entrepôt il y a quelques mois. En avril dernier, nous avions pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements sont tenus. Je voudrais y revenir parce que sinon on a l'impression qu'on est dans une forme d'impuissance. Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes très mobilisés. Alors, moi, le petit retour que je voudrais faire là-dessus, puis après on va en discuter, c'est que en France, tu peux avoir de la drogue qui arrive, des armes qui arrivent, tu peux avoir des clandestins qui arrivent sans aucun problème. Par contre, le colis de t-shirt, le colis de make-up de la petite influenceuse qui essaie de se faire son petit business d'affiliation avec sa communauté, ça, on est absolument intraitable avec ça. Donc, comme d'habitude, la ponction publique tape là où il ne faut pas. Là, ils sont en train de taper sur le fait que il y a plus une entreprise française qui est foutue de proposer un produit basique, aussi basique qu'un t-shirt ou qu'un tube de rouge à lèvres. Ils sont incapables de faire ça parce qu'ils se font complètement laminer d'impôts. Et quand les Français essaient de trouver des alternatives en se basant sur des pays qui sont encore capables de produire quelque chose, bah bim, on les retient à la frontière. Donc on sent que le mur de fer est en train de se refermer sur la France communiste et c'en est une nouvelle illustration. Elle a mentionné l'aspect fiscal. Je connais pas du tout le cas là, mais j'ai l'impression que ça lui tenait à cœur et qu'au final c'était quand même une question plus de est-ce que l'entreprise elle paye ses impôts en France que le problème des normes et ce genre de choses. Et au final c'est plutôt les normes fiscales qu'elle voulait mettre en place. Donc on voit au final que ce qui l'importe c'est plus la santé du gouvernement que la santé des citoyens, quoi. Mais concrètement, moi, ce qui me choque, tu vois, c'est à la limite qu'ils fassent ça, bon, c'est choquant, on s'en rend bien compte. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a des gens derrière leur écran, là, je crois que c'était sur BFM, ils vont regarder ça et ils vont se dire, ah bah heureusement qu'ils sont là pour nous protéger. Et ces gens-là, je ne comprends pas comment on peut encore faire société avec eux. Pour moi, c'est une dégénérescence mentale, c'est le paroxysme du sadomasochisme. C'est-à-dire qu'en fait, t'aimes te faire frapper tellement fort que tu payes des gens pour qu'ils viennent bloquer ton produit, pour t'empêcher d'acheter ce que toi tu veux consommer. C'est quand même lunaire, parce qu'au final, j'ai envie de dire, là, les gens pas concernés, là, qui n'ont pas acheté chez Shine, qui n'ont pas reçu de colis, eux, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Il y a des gens qui commandent, au pire ils sont empoisonnés, ça les concerne pas. Mais celui qui commande, qui fait l'action volontaire d'aller sur ce site, dont tout le monde sait que derrière, tu fais travailler des gosses et que la qualité est plus ou moins douteuse. Les gens le savent, c'est pas un secret. Qui paye des impôts pour financer cette bande de trous du cul, derrière, quand ils reçoivent ça, s'ils se disent, bah heureusement qu'ils sont là pour nous protéger, mais vous êtes juste dans une dissonance cognitive, les gars. Arrêtez d'acheter là-dessus. Mais en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est désespérant. C'est la France. Il y a une C'est dimension. notre France. Il y a une dimension qui vous est chère aussi dans cette news, c'est pour ça que je la choisissais, c'est que en fait, quand on se remet un petit peu dans la différence entre Bitcoin et ce qu'est une monnaie fiat, c'est quoi Shine? Le fait que Shine, ça grandisse, il faut mettre ça en parallèle avec le fait que l'euro, c'est du papier toilette qui ne peut plus rien acheter. Les gens ont besoin de passer par des alternatives beaucoup moins chères parce qu'ils n'ont plus du tout de pouvoir d'achat. Mais ce qui fait qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, c'est pas la faute du libéralisme. C'est la faute d'États qui, après avoir mis les impôts à fond, ont fait de la dette publique à fond. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent dans cette situation où ils sont obligés de chercher des alternatives, des ersatz. Et le problème, c'est que quand l'État va les empêcher d'avoir accès à ces ersatz
qu'ils cherchent à cause de l'État, hein, c'est l'État qui les met dans cette situation-là, et ben ça va encore plus paupériser la population jusqu'au stade où on va multiplier les petits chèques alimentaires, les tickets de rationnement, le revenu universel, etc. Donc il y a toujours une manière de sortir par le haut avec le communisme en France. Et c'est vrai que tu Yes. mets le doigt sur un truc que je trouve vachement récurrent. C'est qu'en général, même quand t'entends des gens qui sont pas tant à gauche que ça, ils vont toujours avoir un moment où il va y avoir le mot capitalisme qui va sortir et va dire oui, c'est la faute au capitalisme. Et exactement dans le même cas, on va dire oui, mais c'est la société de consommation nous oblige à consommer en permanence. Déjà, qui vraiment t'oblige? Si ce n'est au final juste le fait que t'aies une monnaie toute pourrie qui fait que se déprécier et que t'es dans une sorte de course à la dépense que tu t'arrives pas vraiment à pointer du doigt parce qu'elle est pas si forte que ça par rapport à je sais pas des économies comme l'Argentine il y a encore quelques mois ou l'Allemagne pré-nazie avec la République de Weimar où là vraiment il y a une inflation énorme où vraiment tu pouvais t'en rendre compte dans la journée même il fallait vraiment dépenser mais là les gens il faut qu'ils dépensent quand même au fil des années parce que sinon bah voilà l'argent fond et c'est vrai qu'on retrouve toujours ce truc ouais c'est de la faute au capitalisme et du coup ils arrivent à mettre dans le même chapeau le fait que l'État dépense trop et que du coup la monnaie se déprécie et le fait que ça soit de la faute des entreprises qui des produits de plus en plus cheap pour réussir à plaire aux consommateurs qui est de plus en plus pauvre à cause d'une monnaie de plus en plus pourrie. Et c'est un vrai tour de passe-passe. Et en fait, c'est le même qu'ils font partout. C'est à chaque fois qu'ils font un problème, en fait, c'est de la faute à la liberté et il faut l'enlever. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est que pour moi, l'État n'a pas la même fin et le même objectif que n'importe quel être humain. Enfin, de ses administrés en tout cas. C'est-à-dire que l'État, lui, son but, c'est de s'auto-entretenir. C'est pas le bien de ses citoyens. Parce qu'il a pas la propriété du capital public. En fait, il tourne tous les 5 ans. Donc en fait, son but, c'est pas votre bien-être. De temps en temps, il y a un politique qui veut le bien-être des gens et bravo à lui. Mais par définition et par essence, et pour ça, je vous invite à lire par exemple Hans Hermann Hoppe sur le sujet l'État, le dieu, non, démocratie, le dieu qui a échoué. C'est vachement lié au principe de la démocratie en fait. Et en fait, l'État n'a aucun alignement d'incentive avec le bonheur des gens. Son seul but, c'est de s'auto-entretenir. Donc il crée des problèmes, puis ensuite il crée des rustines pour corriger ces problèmes. Et tu finis France 2025. Et là, t'es au paroxysme. C'est exactement ça. Clairement, ben donc je pense qu'on l'a bien dépoussiéré cette news. On peut passer à la suivante. Victor, qu'est-ce que tu as pour nous? Yes, je vous partage ça. Alors, un petit coucou à notre ami Macron. L'heure où les Vous l'entendez? Ouais, Malheureusement, oui. prophètes de désordre sèment le doute quant à l'urgence climatique et remettent en question les certitudes les mieux étayées. Nous devons protéger la science et fonder nos politiques sur ces constats. Et je veux insister sur ce point. Nos COP reposent sur une mobilisation collective qui a été nourrie par les travaux d'une science internationale indépendante, en l'espace celle menée par le GIEC. De la même manière, nous avons bâti une action nouvelle pour la biodiversité grâce à l'IPES. Et nous avons construit nos engagements de la Conférence des Nations Unies pour les océans sur la base d'un compromis, d'un consensus scientifique. La désinformation climatique fait aujourd'hui peser une menace sur nos démocraties, sur l'agenda de Paris et donc sur notre sécurité collective. C'est pourquoi, je le redis ici avec force, nous devons soutenir la science libre indépendante. Nous devons continuer l'engagement derrière nos scientifiques pour gagner ce combat climatique. Et c'est dans cet esprit que la France accueillera en décembre à Paris les scientifiques du GIEC et contribuera à rassembler tous les pays qui sont prêts à pérenniser un financement visible, solide pour ces travaux scientifiques. C'est sympa. Hein. Il y a vraiment tout dedans. En fait, si c'était pas sur LinkedIn, pour moi, ce serait dans un film
une sorte de parodie de 1984. T'as tous les mots qui sont répétés en permanence. Un danger pour la démocratie. Il faut une action collective. Le consensus scientifique à parler, c'est pas un individu, c'est le groupe. Et c'est trop fort. Je sais pas ce que t'en penses, que vous en pensez. Ouais. Je vais reprendre ton concept. Le concept de... Là, tu nous parlais de fiat science. Et en fait, c'est exactement ça. En- je vous invite à lire de Fiat Standard de Saif Dinamus qui en parle très bien. Mais à quel point, en fait, la monnaie fiat, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'euro, le dollar et compagnie, a pourri la science, a gangréné et a permis de créer de la fausse science. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout est lié. À partir du moment où un gouvernement imprime de la monnaie et peut l'imprimer ex nihilo et la distribuer arbitrairement, il peut financer ce qu'il veut, il peut financer du coup la science en majuscule, faire passer ce qu'il veut, et en fait, ça coûte beaucoup moins cher de mettre en avant de la science frelatée en fait de favoriser ce que nous on a envie de faire passer. Et en plus, je trouve que Macron il a utilisé un terme qui est très parlant. Il a dit l'agenda de Paris. À chaque fois, on parle de l'agenda mondial. C'est un terme complotiste normalement l'agenda, mais c'est lui-même qui l'emploie. Faut arrêter de dire que c'est complotiste. Ils ont un agenda qui est évident. Là, c'est un agenda climatique. Un agenda qui consiste à baisser les émissions de CO2, c'est-à-dire arriver à la mort progressive d'une partie de l'humanité. Euh, bah, Pourquoi pas? Mais c'est un agenda qui est bien prévu et qui est basé sur euh, un soi-disant consensus. Si on étudie vraiment le sujet du consensus scientifique du GIEC, on se rend compte que ce n'est pas un consensus et il n'y a pas de science définitive, que c'est encore soumis à débat, à questionnement, et que quand bien même les conclusions du GIEC seraient 100% vraies, je pense qu'on ne s'accordera pas sur les méthodes pour y arriver. Et en fait, à quel moment, nous, on a pris des décisions là-dedans? En fait, c'est surtout ça la question. C'est à quel moment, nous, Français, on a choisi tout ça. Parce que je crois que Macron a aussi partagé un graphique qui indiquait il se félicitait qu'on a bien respecté la trajectoire des accords de Paris ou je sais pas quoi, la baisse des émissions de CO2. Mais tu m'étonnes. Chaque gramme de CO2 en moins qu'on émet, c'est un point de croissance en moins, c'est de la prospérité en moins. Donc oui, on C'est des tombe vers la... produits Shane. Non mais C'est voilà. des produits Shane qui sont produits en Chine au lieu de les produire en France. Ok, En en fait, plus, c'est comme ça qu'on arrive à sortir du carbone. On le délègue à d'autres. c'est ça, en plus, c'est qu'en plus d'être une vaste hypocrisie où la question des émissions de CO2 n'est même pas centrale parce qu'en fait on les déporte, c'est qu'en plus de ça, c'est au prix d'un appauvrissement généralisé. En fait, chaque point qu'on perd, c'est des points de PIB, en admettant que le PIB soit une bonne mesure de la création de richesse. Mais c'est juste ça. En fait, il se félicite qu'on est en train de crever. Et c'est le président de la France, bravo. Moi, ça m'inquiète beaucoup toutes les fois on se retrouve avec l'ensemble de l'humanité qui est d'accord pour et qu'on se retrouve également avec des situations où certains discours deviennent de plus en plus interdits, de plus en plus problématiques. Effectivement, la science qui est produite par les universités, c'est en très grande partie la science qui est demandée par ceux qui les financent. Et c'est pas parce que quelque chose est financé par de l'argent public que c'est... Les gens confondent ça, en fait. Les gens se disent c'est de l'argent public, donc ça représente la volonté collective. Ah non, ça représente la volonté des gens qui sont financés par de l'argent public. Et quand on écoute quelqu'un comme Jean Covici, c'est assez clair. Les rêves de Jean Covici, c'est d'être patron d'un commissariat au plan pour pouvoir faire des plans quinquennaux. Et donc et encore, Jean Covici, je trouve que c'est un truc qui est encore plus grave que ça, c'est que le gars, il se finance par de l'argent privé. Mais la mentalité gauchiste, décliniste est tellement importante que tu peux venir dans une entreprise et leur dire les gars, je vais vous fouetter les fesses et en plus ça va pas suffire parce que vos petits-enfants vont mourir, mais filez-moi quand même du fric en attendant parce que j'ai besoin que ma boîte fasse un peu de croissance. Donc ouais, tout ceci est tout à fait déprimant. Et donc je pense qu'ils vont se faire une super partie là à Paris, ça va être très sympa et j'espère que le maire de New York sera de la partie. C'est vrai que ça fait une belle transition, le maire de New York. New York est dans un état tellement déplorable. Euh, Avec lui, là, qu'est-ce que ça va devenir?
En vrai, ça va devenir terrifiant. Moi, pour y être allé il y a 1 an, je trouvais que la ville faisait quand même assez peur à voir. On sent que ça fait 30 ans qu'elle n'a pas évolué. Je pense que ça va finir en Battle Royale, cette ville. C'est pas possible. Genre, avec un mec pareil, vu les projets qu'il a, bloquer les prix, les loyers, ce qui est déjà un peu le cas, etc. Je pense que New York va être terrifiant. Voilà, petite prédiction au passage. Moi, j'investis en Floride, les gars, hein. J'attends tranquillement que les riches de New York descendent en Floride et moi j'investis en Floride là, des projets pré-construction et tout, voilà, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ce coin-là. Est-ce que tu as une news pour nous, Alex? Qu'est-ce que tu as envie de soumettre à notre sagacité? Alors j'en ai une, mais elle est plus rigolote qu'autre chose, mais elle est quand même, Très bien. elle mérite quand même d'être partagée, parce qu'on va pouvoir se régaler. Alors, pas. Ça me fait penser juste en attendant à une remarque qui avait été faite par, je crois, l'opposant politique du nouveau maire de New York, qui a mis un post sur Twitter, c'était ouais, réveillez-vous. Et tu voyais les vidéos du World Trade Center avec les avions qui se crachent dans les tours. Casse les couilles. J'expliquerai pas, mais voilà. On laissera le bunker l'expliquer. Est-ce que vous Ouais, êtes cette prêts chaîne, pour c'est notre bon c'est notre vieux survie, Gérard cette chaîne, Larcher? les gars, la faites pas sauter. Avec plaisir, on veut Gérard. Allez, GG. Pour finir, un rapport parlementaire, Gérard Larcher recommande d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale pour des raisons économiques. Ouais. Le pays va devoir emprunter 310 milliards. Quel rapport avec la buvette du Sénat? Parce qu'il y a les choses importantes et les choses accessoires. Et que Ta grand-mère, Gérard! C'est énorme. Ah la vache, ton débrief. C'est à moi que tu parlais, j'ai pas entendu. Ouais. Pardon. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est déjà, il a fait un espèce de détour, comme ça, là, où il est passé autour du sujet pour nous parler d'emprunts, de dettes, dont il est responsable, hein, comme si ça avait rien à voir avec le fait que le mec prend toute la place au Sénat depuis une éternité. Et le mec te fait tout ça pour à la fin te dire, bon, c'est pas la priorité, laisse-moi picoler. En plus, il a une tête d'alcoolo. Il est gras, il est répugnant. C'est vraiment... autant d'habitude sur le physique, on le fait pas, mais là, il l'a cherché. Sincèrement, On l'embrasse. mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais on l'embrasse, hein, effectivement. Et ça me fait penser à une vidéo qui avait été faite par Juste Milieu, Rémi, là, la chaîne je sais pas si vous connaissez, où le mec l'embrasse. avait fait justement un épisode sur ça et sur tout voilà, l'écosystème du Sénat et comment en fait ils picolaient en fait toute la journée. Et c'était connu que voilà, quand tu venais, tu te prenais un petit coup. Il y en avait qui venaient, ils étaient déjà bourrés avant de rentrer, dès le matin, et qu'en fait c'est devenu genre il faut presque qu'on leur apprenne avant qu'ils arrivent, quoi. Ça fait partie de l'initiation et que après tu te retrouves en plus au Palais Bourbon qui tient bien son nom et tu vas picoler et tu reviens après dans le Sénat et c'est comme ça et toute la journée ils sont censés en fait gérer le pays et après ils t'emmerdent avec les taxes. En fait, moi, ce qui me fait marrer dans cette séquence, c'est t'attends l'argument, mais en gros, l'argument, c'est on crame tellement de thunes déjà que vous allez pas m'embêter pour 2-3 petits verres, quoi. Donc c'est délirant. Et le côté populiste, oh ça va, j'en ai marre des interdictions, on n'a plus le droit de rien faire. Non mais les gars, moi je suis pour que vous ayez le droit de faire plus de trucs, mais pas avec notre fric. Parce qu'ils le payent avec quoi leur petit coût à l'Assemblée, ils le payent avec leur salaire payé par nos impôts, ou alors ils le payent avec leur petite enveloppe boîte noire de frais de représentation. Donc non, au bout d'un moment, ça, qui rendent de l'argent, quoi, qui rendent de l'argent tous. Et vraiment, t'as une logique en France que j'appelle moi le diviser pour mieux taxer. Et on l'a vu très récemment là, à l'Assemblée nationale où tu as le RN qui critique l'augmentation de la CSG, là, qui fait que les gens qui ont un PEA, etc., vont se taper une taxe plus importante sur leurs investissements. Donc ouais, c'est dégoûtant, vous arrêtez pas d'augmenter les impôts. Avant, le RN avait tapé sur les plus riches avec leur impôt sur la fortune improductive qui en fait va enquiquiner beaucoup de monde. Donc ça veut dire que ils ont tous un accord sur le fait qu'on baisse pas la dépense publique. Par contre, ils se bagarrent pour savoir les clients de qui on va taxer. Mais finalement, on taxe tout le monde.
Donc c'est vraiment zinzin. Ouais, et puis moi, ce qui me fait quand même rire, c'est que le mec nous explique gentiment qu'il faut arrêter avec toutes les interdictions, mais qui passe sa journée à interdire tout et n'importe quoi à sa population? C'est eux. Commencez déjà par au moins arrêter de nous interdire des trucs, et nous, on exigera peut-être moins d'interdictions. Puis effectivement, avec notre fric, et sans notre fric, ce serait quand même vachement mieux. Donc ouais, une sacrée bande de rigolos quand même. Et surtout, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est même pas légal hein, de boire au bureau. Genre, Euh, ou je sais plus, mais c'est dans certaines conditions, mais c'est bien particulier. Et genre, en plus, s'il y a un accident après, quand tu rentres et tout, normalement, c'est du pénal, c'est ultra grave. Là, eux, c'est arrêtez de m'emmerder. Genre, on marche sur la tête. Ça va. Très bien. Les gars, est-ce que vous aimez bien les investissements? Bah, je vais vous parler investissement, les gars. Et vu que je sais que vous avez une certaine sagacité là-dessus, j'ai un très bon plan pour vous. Et j'espère que ça va vous plaire. Vous allez mettre vos billes dans quelque chose qui vaut la peine. Je sens que ça va être un plan Est-ce que vous, d'investissement gouvernemental, là. C'est un est-ce scam. que vous aimez la guerre, les gars? J'adore ça, moi. La guerre, on aime bien. Alors, Donc, les vous passer savez, celui-là. on a donc le gouvernement qui nous propose un super plan d'investissement avec un incroyable taux de 5%. Donc c'est-à-dire que les mecs, ils passent leur temps à nous dire on va taxer votre épargne, on va taxer votre épargne, on va taxer votre épargne. Et puis un jour ils disent les gars, en fait on a besoin de votre épargne, venez, donnez-nous votre argent pour qu'on le place à 5% dans des entreprises militaires. Donc c'est vraiment moi tout ce que j'adore. Et puis ce qui est assez sympa, c'est que ça a foiré en fait. Ça a complètement foiré, donc ça fait plusieurs mois qu'ils nous en parlent. Ils ont collecté 10 millions parce qu'il y a 2000 personnes qui ont décidé d'investir dedans et leur objectif c'est 450 millions. Donc ça veut dire que ça a fait quand même un gros four. Mais là je dirais, vous marrez pas trop vite parce que je pense qu'on va arriver à un stade où on n'aura plus le choix. Ça, c'est un peu complotiste de dire ça, mais je le dis quand même. Je pense que le projet derrière l'euro numérique, c'est ça. Le projet derrière un euro qui serait programmable, où tu dois le consommer avant une certaine date limite, etc. Je pense qu'on va arriver à un stade où on va te dire, tiens, si tu dépenses pas tes euros, ils vont disparaître. Et bonne nouvelle, on peut te proposer un super plan pour pouvoir investir tes euros. Et moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que il va aller où l'argent? L'argent va comme d'habitude aller dans la poche et dans les startups, dans les boîtes des potes de ceux qui vont gérer le fonds. Donc vraiment, moi, j'ai absolument aucune confiance là-dedans. Et je comprends que les Français aient dit non à ça, mais j'ai peur que le fait que les Français rejettent ces investissements, bah, ça va donner encore plus envie aux politiciens de trouver d'autres manières plus rigoureuses, plus libertaires, plus liberticide, je veux dire, de confisquer l'épargne des Français. Et donc, bah voilà, là, ils ont tenté de nous le faire en nous disant venez, il y aura du 5%. Déjà, qui est attiré par du 5% à part quelqu'un qui a son argent sur un livret A? Et ensuite, bah, ils vont nous dire bon, bah en fait, vous avez dit non quand on vous a proposé gentiment. Donc maintenant, vous n'avez plus le choix. Ouais, et puis, moi, ce qui me choque, c'est que là, j'ai cru voir, c'est bloqué pendant 5 ans, c'est ça en plus. C'est que c'est même pas un truc liquide. Non, C'est c'est que je illiquide. crois qu'il y a un. Ouais, c'est complètement. Ouais, non, mais c'est une folie. Parce que, faut se dire, hein, pour bloquer son argent pendant 5 ans et toucher du 5%, faut être un malade mental. Genre, faites l'expérience de penser 5 minutes. On voit, tu vois, le S&P, même le CAC 40, allez, on part même pas outre-Atlantique, on reste sur le CAC 40. Sur 5 ans du CAC 40, à part si tu rentres au pic avant un crash, et tu le laisses bloquer pendant 5 ans, tu feras plus que 5% par an. Cerise sur le gâteau, la réalité c'est qu'avec le CAC 40, tu peux les retirer absolument quand tu veux, c'est pas bloqué. T'assumes tes pertes si jamais t'as acheté de la merde, mais au moins t'es pas bloqué. Donc en tout point, je vois même pas. Et au pire, tu veux investir dans la défense, bah t'achètes du Dassault, du Safran, du Thales, du Lockheed Martin aux États-Unis, enfin ce que tu veux. Et puis bah voilà, hein, t'es exposé à la défense, tu feras sûrement un meilleur rendement en plus. Mais Mais je c'est ça comprends qui pas. m'étonne en plus. Parce que je crois que ces actions, elles performent quand même assez bien. La défense française, genre, c'est quand même je crois que ça surperforme de loin les 5%. C'est même ça, en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent même leur gras sur
sur l'investissement que tu fais, j'arrive pas à comprendre. Et puis Mais c'est vrai que c'est fou les performances là de leur investissement, d'avoir prévu 450 millions, de faire 10 millions, ça représente quoi ça? C'est 2% à peine de l'objectif. C'est honteux. Et puis et, t'as la même euh, fiscalité et, que et sur le c'est PEA, donc c'est pas intéressant. C'est même pas intéressant fiscalement en fait leur truc débile. Mais oui, c'est ce que j'allais te demander. Ça rentre dans quelle enveloppe? Où est-ce qu'on achète ce truc pour savoir où je peux me jeter dessus là? Alors, sur son site, BPI France a justement listé 4 différents scénarios de performance. Donc ça, on s'en fiche des scénarios de performance. Euh, Philippe Crével émet toutefois une petite réserve sur l'objectif de rendement fixé. Elle parle de 5% net, mais il faut savoir ce qu'on entend par net et l'économiste souligne que cela signifie net de frais mais pas net d'impôts. Vos gains seront, grâce à ce fonds, seront effectivement soumis au prélèvement forfaitaire unique qui taxe à hauteur de 30%. Ah ouais, ils ont même une fiscalité qui est moins intéressante que l'assurance vie et le PEA. Donc c'est-à-dire que tu t'exposes au marché actions avec un truc qui est illiquide où tu fais du 5%, mais il faut vraiment être... tu vois, c'est là où tu te rends compte que en fait, le patriotisme, c'est de l'arnaque, quoi. C'est mettre un drapeau rouge Ouais. à un gros communiste et c'est pas hyper intéressant. Donc c'est ridicule leur truc. Et moi, je pense que la volonté qu'ils ont derrière, c'est qu'ils tablent sur le fait que les Français sont complètement nuls en investissement. Ils espèrent se faire du 10% par an et trouver une manière d'empocher la différence et de se mettre bien de leur côté. Mais c'est zinzin, en fait. Ou Mais alors, peut-être que c'est parce qu'ils ont peur c'est de donner c'est les quand même vrais rendements de la rassurant. bourse. Ouais. Mm. C'est quand même rassurant qu'il y ait eu que 10 millions. C'est qu'on Ouais. n'est pas si con que ça quand même. On commence à réfléchir un tout petit peu. Ouais, Ça mais veut dire t'inquiète, là ils ont que d'autres manières. concrètement, du coup, s'ils ont un objectif de 5% bon, net de frais, alors déjà, je trouve ça criminel de d'utiliser le terme net, parce que quand on parle de net, normalement, surtout quand ça vient d'un organisme public, on attend à ce que ce soit net net d'impôts. À la limite, quand on parle enfin, BlackRock qui dit 5% net, je veux bien, mais bon là, c'est proposé par des cocos. C'est-à-dire que ça fait 3,5 net. 3,5 net, c'était pas loin du taux du livret A il y a pas longtemps. Donc bon, autant, autant pas se prendre la tête. Et si vous voulez à peu près la même chose en net, quasiment, allez sur les livrets Revolut ou en devise, là où vous avez, je crois, quasiment 4% en dollars. C'est chez Fidelity, il y a même une assurance dessus. C'est ultra liquide, les intérêts sont versés tous les jours, vous pouvez les retirer. Ça marche beaucoup mieux, c'est moins dangereux et ça finance pas des espèces de Mongoliens là. Franchement, faut être débile, mais effectivement, je trouve ça hyper rassurant qu'il n'y ait pas eu trop de gens qui aient mis leur billet là-dedans, parce que sinon, ça fait flipper. À propos de rendement intéressant sur du cash, vous êtes opposé à la DeFi parce que vous êtes 100% Bitcoin ou des fois vous allez chercher un peu de rendement en bloquant des stablecoins pour avoir du 10%? Bah, il y a plusieurs. Ouais, on va dire philosophiquement, on préfère être le plus éloigné en permanence déjà de l'écosystème crypto et de l'écosystème fiat, en tout cas pour ma part. Et après, pour moi, si tu veux vraiment être exposé, il y a des services qu'on a déjà mentionnés, mais il faudrait qu'on fasse des tutoriels là-dessus. C'était par exemple Firefish ou ce genre de choses, qui sont en fait des plateformes qui permettent de venir prêter justement des fiat pour que quelqu'un puisse acheter davantage de BTC, par exemple, ou puisse juste, en fait, avoir des BTC pendant qu'il les bloque. Et en fait, ça, c'est rémunéré entre 9 et 11%, voire 12% par Mhm. an. Le truc est quasiment sûr. Genre, en fait, t'as pas de risque de performance. C'est juste un risque que la plateforme, il se passe un truc ou je sais pas quoi. Mais dans les faits, il y a pas de risque d'investissement. C'est quand même pas mal quand tu comprends les risques que tu prends, qui sont quasiment nuls. Parce que ce que j'aime bien, moi, avec ce système, c'est que c'est des prêts surcollatéralisés en Bitcoin et en pair à pair, avec la plateforme qui se met en intermédiaire, ce qui fait qu'en fait, la personne bloque ses Bitcoins sur une adresse sur lesquelles les clés sont partagées avec la plateforme. Et ensuite, une fois que c'est fait, toi, tu fais un virement au mec. Maintenant, c'est disponible en USDC aussi, donc vous pouvez juste envoyer des cryptos, enfin des stables. Et derrière, en fait, c'est la plateforme qui se met en intermédiaire. Donc, c'est pas des intermédiaires comme les promesses de la DeFi, mais bon, quand on se rend compte à quel point la DeFi est décentralisée, des intermédiaires, des fois on se dit bon bah en fait il vaut mieux qu'il y ait un mec au milieu qui fasse l'arbitre. Les rendements sont plutôt bons, quand même bien meilleurs que AAV. Moi j'ai été longtemps sur AAV et là justement récemment j'ai retiré tout ce que j'avais sur AAV
pour le mettre sur Firefish. Le seul inconvénient, c'est que c'est bloqué par contre. Mais tu choisis tes échéances. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs proposent des prêts. En fait, c'est les mecs qui ont du Bitcoin qui arrivent, qui disent, bah voilà, moi j'ai besoin de 5000 balles en euros. Ils bloquent 10 000 en BTC et quelqu'un y répond. Et il peut dire, bah voilà, moi je te rembourse dans 3 mois, moyennant 10% par an. On fait au prorata de la durée. Tout est automatisé. Moi, je l'ai testé depuis plus d'1 an, c'est safe. Ça marche bien. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais les rendements, je les trouve plus intéressants que AAV. Et surtout, c'est moins bresson que la DeFi quand il faut aller sur des chains un peu douteuses, avec des stablecoins beaucoup plus douteux. Enfin, en tout cas, moi, je dors très bien avec ça. Mais, euh, mais philosophiquement, après, je suis pas complètement contre. En fait, il y a encore des gens qui vivent dans le monde réel, qui veulent du rendement sur des stables. C'est OK, hein. On n'est pas des nazis. Ouais. En fait, je trouve que c'est Michael Saylor qui en parle bien de ça. C'est le fait que normalement, on ne devrait pas faire des petits trucs de rigolo avec la finance, on ne devrait pas se prendre pour des investisseurs. On a beaucoup de valeur à apporter ailleurs que dans le fait d'être des investisseurs. Mais c'est le fait qu'on a des monnaies qui ne nous permettent pas de nous transmettre de la valeur dans le temps qui fait qu'on est tous obligés d'essayer de devenir un peu investisseurs. Parce que sinon on se fait complètement entuber, donc il faut devenir investisseur immobilier, il faut devenir gestionnaire d'actifs. Et une des idées de Bitcoin, et c'est pour ça que Bitcoin, t'as pas de DeFi autour et t'as pas de rendement, c'est qu'a priori tu pourrais tout stocker là-dedans et passer à autre chose. Moi, ce qui me retient de faire all-in Bitcoin, c'est vraiment le côté pas mettre tous les œufs dans le même panier. Parce que je sais que là, en me bouffant autant de contenu sur le Bitcoin, je suis rentré dans une bulle. Et tout le monde ne tout le monde ne partage pas mon enthousiasme. Et donc, je pense que le SP5, c'est assez safe. L'IMO, c'est assez safe. Et de façon générale, je préfère pas avoir tous les œufs dans le même panier. Mais plus ça va, plus tu réalises que t'as pas seulement le côté performance, tu as aussi le côté propriété. Et en vérité, les actions que tu as sur un broker, moi je l'ai vu, hein, en changeant ma résidence fiscale, t'es pas serein. Quand tu as ton courtier où tu as de l'argent dessus qui est en attente de validation des documents que tu as envoyés pour prouver ta nouvelle adresse, tu sens que tu as un intermédiaire qui peut t'empêcher d'accéder à tes fonds. Et c'est pour ça qu'avec Bitcoin, tu dors beaucoup mieux quand même. Ouais, la première fois que tu passes une frontière où tu voyages et que tu as la possession de quasiment l'ensemble de ton patrimoine sur toi, et tu te dis, punaise, mais quelle sensation incroyable. T'as du mal à revenir en arrière et te dis, punaise, il va falloir que je vende mes trucs qui sont sur telle plateforme, que j'aille faire une déclaration, qu'on me dise, bah en fait non, t'es obligé de payer ça, puis même si tu le fais bien, après il y a des problèmes. C'est un soulagement qu'il faut vivre pour vraiment comprendre. Et surtout quand après tu fais tes transactions, même avec d'autres personnes, j'ai vu, punaise, mais c'est une sensation incroyable de pouvoir faire des virements de plusieurs milliers et que tu sois pas là en stress, que la banque elle va te dire non, qu'est-ce que tu fais, tu finances le terrorisme ou quoi? Ouais. Et puis par rapport à ça, moi je trouve que ta réflexion, elle est intéressante dans le sens où chacun achète du Bitcoin à mesure de qu'il le comprend. Euh, et en fait, être all-in Bitcoin, dans l'absolu, c'est pas du tout une bonne idée, à moins d'être... même nous, tu vois, enfin moi j'ai encore un peu de cash, j'ai des actions. Faut prétendre comprendre parfaitement Bitcoin, tous les tenants et les aboutissants, et surtout ne pas avoir besoin de dépenser de l'argent dans le monde réel, parce qu'accessoirement, vivre sur un Bitcoin standard, ça peut faire chier. Par exemple, en ce moment, ton pouvoir d'achat aurait quand même baissé assez violemment avec la baisse qu'il y a eu. Et c'est vraiment à mesure de ce que tu le comprends. Et en fait, plus tu le comprends, plus tu comprends l'asymétrie de risque potentielle à en acheter beaucoup par rapport aux autres qui vont en acheter très peu. Et c'est comme ça que des fortunes se font et que les gens appellent ça ensuite de la chance. En fait, non, ça s'appelle de l'intelligence parce que tu as détecté une asymétrie, qu'aujourd'hui, Bitcoin est bien trop sous-valorisé par rapport à ce qu'il devrait être. On peut sans se mouiller dire qu'il devrait au moins avoir la capitalisation de l'or, ce qui fait 20 trillions, ce qui fait un prix multiplié par au moins 10, ce qui fait un Bitcoin à 1 million, grosso modo. Et en fait, ça, quand les gens ils le comprennent, ils investissent à mesure de ce qu'ils le comprennent. Mais être all-in en toutes circonstances, peu importe ton niveau de conviction, c'est juste débile, c'est se mettre en danger. Et puis, au-delà de l'aspect investissement et le fait d'être libre géographiquement, moi, il y a aussi un truc que j'ai remarqué depuis que de plus en plus j'ai du Bitcoin, même si je les ai perdus, mais j'ai du Bitcoin, Trop le seum c'est aussi. le fait de pouvoir dormir tranquille.
C'est le fait de pouvoir dormir tranquille. Je suis serein. Je me pose pas la question tous les 3 matins de ah mais est-ce que je m'expose à ci, à ça. Non, je les ai pour venir me les voler. Déjà c'est compliqué. Et en fait t'es serein. Et en fait tu réduis l'incertitude future, tu réduis l'entropie globale de ta vie. Et ça c'est cool. Quand Pour j'avais moi, du Bitcoin, le bon test, c'est de se dire, je t'en prie. le bon test, c'est de se dire, est-ce que je suis capable d'acheter un top et d'accepter une baisse de, allez, 50%? Et est-ce que je dors bien? Et en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, bah, tu te dis, en fait, c'est bon, j'accepte et je peux monter à des niveaux assez élevés de proportion de mon capital en Bitcoin. Parce qu'en fait, tu as compris et tu te dis, en fait, une baisse, c'est une opportunité et c'est plus une peur. Moi, quand j'avais du Bitcoin, il y avait un truc qui m'inquiétait, c'est avec cette tendance-là des États de s'approprier Bitcoin, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un risque que tu aies des investisseurs qui ont un niveau systémique, institutionnel, qui décident de secouer le cocotier pour que la plupart des petits porteurs sautent du marché et qui puissent remplir un maximum. Est-ce qu'il y a des institutions qui ont le pouvoir d'écraser le prix de Bitcoin et de le faire consciemment? Ou alors elles ont déjà tellement un pied dedans que essayer de cracher le prix de Bitcoin, que ce soit par de la réglementation, que ce soit par des mouvements avec les taux d'intérêt, c'est quelque chose qui serait contre-productif pour eux. Vous avez réfléchi à ça et c'est pas un risque que vous prenez J'hésite de me réexposer à Bitcoin en fait, après le scam. Pour moi, si tu veux faire ça, en fait, ça veut dire que, en gros, tu es en train de vendre Bitcoin. Alors, soit c'est un short, donc en fait, tu possèdes même pas les bitcoins que tu es en train de vendre. Donc, tu es en train d'essayer vraiment de créer une pression vendeuse sur le prix pour pouvoir l'influencer, créer après une baisse de cours tellement violente que tu vas enclencher des cascades de liquidation sur le marché parce que les gens, par exemple, vont être en levier et ils vont pas pouvoir accepter qu'il y ait une baisse trop importante et ça va couper leur position. Donc, ils vont vendre, ça va ajouter plus de pression vendeuse et ainsi de suite jusqu'à creuser en fait le prix. Et après, par exemple, eux, ils vont pouvoir se positionner, en racheter et augmenter leur capital total. Le problème, c'est qu'en faisant ça, déjà, tu pars du principe que tout le monde, ou en tout cas les gros acteurs financiers, sont alignés pour faire la même chose. Et parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui ait une autre idée et qui dise, vas-y, je vais baiser le mec qui est en train de faire ça. Et il fait l'opération inverse. Et pendant que lui, il est en train de vendre, lui, il essaye de racheter, il en accapare et il profite en fait de la baisse que tu es en train de faire. Et le truc, c'est que comme Bitcoin, au final, c'est un marché qui a une certaine profondeur, mais où il n'y a pas non plus une énorme quantité de Bitcoin qui sont disponibles sur les exchanges, tu peux facilement quand même faire encore des mouvements assez importants. Et surtout, par exemple, la Chine avec Binance, qui reste, je crois qu'ils ont encore le siège qui doit être dans une de leurs circonscriptions. Ils peuvent aussi, avec leur thune, faire des gros mouvements, surtout qu'ils ont déjà compris, je crois que c'est le deuxième plus gros possesseur étatique de Bitcoin. Donc ça me paraîtrait pas bête, tu vois, qu'il y ait des puissances opposées qui essayent d'avoir l'autre. Et après, bon, tu peux être suffisamment complotiste pour te dire qu'ils sont tous en accord et qu'ils ont un master plan, mais sincèrement, ça m'étonne encore. Mm. À voir. Ouais, et puis surtout, en fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a le prix, et moi j'ai tendance à dire le prix, on s'en fout un peu, même si en réalité on s'en fout pas, hein. Mais il y a la notion de prix, et la notion de prix, moi je crois pas à un alignement d'incentive. Si quelqu'un a un intérêt d'un côté, quelqu'un y trouvera un de l'autre, en sachant que quand tu as une stratégie de short comme ça, attention, parce que le prix, quand t'es long et que t'achètes, le prix peut baisser jusqu'à 0, mais quand t'es short, il peut monter jusqu'à l'infini. Donc, si t'as des poches bien profondes et que t'as pas anticipé ce scénario, tu peux te faire rect bien comme il faut. Et surtout, au-delà du prix, pour moi, c'est l'aspect après protocole, parce que c'est quand même ça la proposition de valeur à la base, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire une attaque sur Bitcoin, corrompre les développeurs, etc. Et pareil là-dessus, oui, il y a toujours un risque, le risque zéro n'existe pas, mais déjà il y a le mythe de BlackRock peut faire ce qu'ils veulent sur le protocole. Non. Alors BlackRock, ils détiennent des Bitcoins, mais la majorité des Bitcoins dont on parle, c'est des Bitcoins détenus pour leurs clients. Donc la possession, elle n'est pas chez BlackRock, elle est chez Coinbase. Et la propriété, c'est les clients. BlackRock, c'est juste un intermédiaire qui dit ce bout de papier, c'est ce Bitcoin chez Coinbase. Et eux, ils tiennent un tableau Excel avec ça. Ça va pas plus loin.
Par contre, effectivement, d'une certaine façon, en détenant vos bitcoins chez BlackRock, donc via l'ETF, vous déléguez votre droit de vote d'une certaine façon à posséder vos bitcoins et à faire ce que vous voulez avec. C'est-à-dire que c'est pas vous qui les avez, et les utilisateurs de bitcoin n'ont pas de droit de vote directement, c'est pas une DAO, mais d'une certaine façon, le fait de les posséder, c'est déjà une sorte d'acte militant où on dit bah voilà, je suis acteur de l'écosystème, et là on ne l'est pas. Il y a la première chose, ce premier niveau-là. Après, bon, bah, il y a détenir son nœud, et puis le niveau ultime, c'est d'être mineur, pour pas trop rentrer dans les détails. Mais c'est plus à ce niveau-là où on peut s'inquiéter. Mais pour moi, en fait, tant que la concurrence règne, tout va bien. C'est toujours la même chose. Si demain, tous les développeurs sont exclusivement payés par BlackRock et qui commencent à faire des changements sur Bitcoin douteux, bah, déjà, les utilisateurs, nous tous, on peut s'y opposer. Sauf si on a tous nos bitcoins chez BlackRock, mais du coup, là, on revient sur ce que j'ai dit. Et surtout, en fait, bah, tant qu'il y a une concurrence entre BlackRock, Michael Saylor, la Chine, le gouvernement américain, la Roumanie et Oman, bah, j'ai envie de dire, c'est un marché concurrentiel. Si nos théories sont bonnes, ça devrait fonctionner. Long story short. Ça m'a toujours agacé les délires sur BlackRock, la pieuvre qui contrôle le monde. J'étais en train d'essayer de regarder là dans les ETF du SP500 la taille de BlackRock, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était même pas dans le top 20. Donc c'est pas une grosse Ouais. boîte BlackRock, hein. Et effectivement, le pouvoir qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de pouvoir de vote. Mais c'est pas une entreprise qui a beaucoup d'argent, c'est juste un gestionnaire d'actifs. Et les activités qu'ils ont en propre, ça leur apporte pas énormément. Moi, les gens qui disent oui, mais BlackRock, avec leur logiciel Aladdin, sont capables de récolter les données, d'avoir des super performances, mais que dalle. Ils sont juste capables de faire un peu de marketing et de vendre une performance qui sous-performe même leurs ETF à des gens qui sont assez bêtes pour se faire ambiancer par ça. Donc, j'ai pas Ouais. grand peur pour BlackRock. Par contre, je trouve ça effectivement bête de passer par un ETF pour Bitcoin parce que tu t'exposes à la performance, mais tu perds tout le côté souveraineté. Donc c'est un peu, c'est un petit peu un truc de golem, quoi. Mais bon, tant mieux si ça marche, hein. Mais et il y a un truc important dans ce que tu dis, c'est que par exemple Binance, pour citer que, a infiniment plus de pouvoir sur le prix de Bitcoin que BlackRock. Mais dans des dimensions, mais c'est fois 1 million. Parce qu'en fait, Binance, eux, ils ont l'order book de tous les gens qui traitent sur Binance. Mhm. Ils connaissent les positions de chacun, la taille, les futures positions et les niveaux de liquidation. Et leur boulot, eux, c'est juste de temps en temps d'aller chercher comme ça pour aller faire du volume et faire bouger le prix, pour eux gagner de l'argent, parce qu'ils gagnent des frais sur les frais de transaction et sur le volume en général. Et donc Binance est plus incité à faire bouger le cours, en sachant qu'en plus, eux, bah, ils ont du Bitcoin, qu'un BlackRock qui, lui, peut rien faire, en fait. C'est pas une place de marché en tant que tel. BlackRock, c'est juste des mecs qui ont du Bitcoin pour ton compte. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, s'ils mentent, au d'un moment, en plus, ça va se voir. Je précise quand même que ce que tu viens de décrire, c'est pas légal, hein, c'est un délit d'initié, c'est pas leur métier. Je- ils le font sûrement, c'est des pratiques qui sont connues, mais les gens pourraient croire que ouais, ça fait partie de leur boulot d'aller agiter un peu le cocotier justement pour créer de la volatilité. Deuxième truc, un mec dont on est allé à une conf, il nous en avait parlé, un autre business model comme ça de Binance, je crois alors, faudra vérifier, mais en gros Binance, je crois qu'ils font 1 million par jour avec ça, de bénéf. C'est grâce au Dust. C'est un autre truc que les gens voient pas. C'est en fait toutes les poussières de crypto que vous avez sur la plateforme, où d'un moment, en fait, eux, ils vous font des arrondis. Ils font tout le temps des arrondis, des arrondis, des arrondis. Et en fait, avec tout ça, eux, derrière, ça va sur un petit compte qui récupère. Et je crois qu'ils font 1 million par jour de Dust. Mais en fait, Bien, ça. une accumulation de poussière, ça fait une fortune derrière. Donc, voilà. Mais oui, effectivement, c'est une pratique illégale sur le principe. Est-ce que vous avez d'autres petites news, les amis, à débriefer? T'en as toi, Alex? Bah après, c'est pas l'actu qui manque, mais de précise, là, non, j'en ai pas sous la main. Moi, j'avais pas de news, mais j'avais juste un livre dont j'avais envie de parler aussi, que je viens juste de finir, qui était pas mal, qui m'avait été offert par Stéphane Gère, qui est Les socialistes au pouvoir de Hippolyte Verly. Et je le conseille, c'est vraiment un bon livre. En fait, je sais pas si vous connaissez, par exemple, le livre La grève de Ayn Rand.
qui décrit en fait un monde alternatif aux États-Unis dans les années 1950 où d'un coup c'est le gouvernement en fait c'est le dernier endroit sur Terre quasiment qui est libéral et on voit en fait comment il switch vers le communisme. Et c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment toutes les réflexions, toute la vie, comment elle est modifiée. Ce que c'est un gros pavé qui fait à peu près 1300 pages, qui est long à lire. Et pour beaucoup de lecteurs maintenant et de Français, ils ont tout le temps et ils ont un cerveau de poisson rouge. Donc heureusement, il y a ce livre qui est pas mal, qui en fait résume quasiment tout ça en les 160 pages. J'ai lu en 3 heures et qui est vraiment incroyable. En plus, le sous-titre, c'est Simple histoire à la portée de tout le monde. En fait, on voit un Paris dans les années 1900 qui est en train de sombrer justement dans le communisme. Et l'objectif de son auteur, c'était de montrer comment, si tu appliques à la lettre, au mot près, toutes les idées socialistes, comment ton pays s'effondre. Et sincèrement, j'ai été terrifié de voir à quel point le mec a tout vu en avance. Genre, il a réussi à décrire exactement comment ça se passe en URSS, comment ça s'est passé en Chine socialiste, avec une précision. Genre, tu dis, mais en fait, ouais, vraiment, genre, c'est trop simple. Genre, juste, tu déduis par les principes premiers de ce que ça veut dire d'être socialiste et comment tu dois organiser la vie. Et t'arrives dans un truc, c'est une dictature. Tu mets des murs à la sortie, tu fusilles les mecs qui essayent de sortir. Et il y avait certains moments, je sais pas si vous avez vu envie que je vous les partage vite fait, que je trouvais intéressant. Il y avait une citation à un moment. C'est le progrès de la criminalité est la conséquence même de la doctrine gouvernementale. Les hommes ne pourront plus s'élever au-dessus des incapables et des méchants, ni améliorer leurs conditions d'existence par des efforts méritoires et des procédés légaux. Concentrent leurs pensées et leurs actions sur les moyens de se procurer illégalement les jouissances que le travail est impuissant à leur assurer. Et je trouvais ça assez marquant parce que c'est vraiment comment en fait d'un coup quand tu peux plus t'élever juste par le travail, et ben tu te retrouves dans une société qui est complètement corrompue où le seul moyen c'est d'aller te faire des petits trucs sous la table, de de faire des trucs dégueulasses en fait en permanence. Ouais. Et Et c'est vraiment bien exprimé je trouve dans le livre. tu peux juste rappeler quand est-ce qu'il l'a écrit? Parce que la timeline est importante. Il l'a écrit en 1898. C'est marrant. Mm. Et après, en fait, on a eu la Première Guerre mondiale, l'instauration du salaire progressif, de l'impôt progressif. Et là, c'était mort. Avant, il y avait une flat tax en fait en France. Et après, ils sont passés à l'impôt progressif de façon temporaire. Et après, ça n'a cessé d'augmenter. Ils ont cessé de multiplier les. Et en fait, on est arrivé à la dystopie communiste, mais étape par étape, quoi. Petit à petit. Et je trouve que le plus triste, c'est que en fait, aujourd'hui, la France, c'est complètement une démocratie, hein. Moi, je veux bien que les Français s'amusent à dire non, mais les politiques ne font pas ce qu'on veut. Ils font exactement ce que vous voulez. Et si votre vie est nulle, c'est parce que le socialisme est nul. C'est juste pour ça. Les politiques font une politique socialiste parce que vous leur demandez du socialisme et vous avez du socialisme. Et le socialisme, ça fait ça. Ça fait que vous avez une vie nulle et votre seul espoir d'avoir une vie meilleure, c'est de vous dire j'espère que les nouveaux impôts vont écrabouiller la tronche des autres gens que j'aime pas. Personne pense en termes de est-ce que je pourrais pas être plus riche si l'État me volait moins? Tout le monde se dit si l'État vole plus les autres, ça va améliorer un petit peu ma vie. Et on en est arrivé là parce que au fur et à mesure des politiques sociales, on s'est retrouvé avec une caste complètement sous dépendance de l'État, donc coupée du marché. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont absolument incapables de créer de la valeur parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ce jeu de besoins et d'envie qui fait qu'on peut créer de la valeur. Et donc en France, on en est arrivé petit à petit et les gens votent toujours pour plus de socialisme. Mais en fait, ce que tu dis, ça rejoint un principe. En fait, je pense, on pourrait sauver la France et l'humanité juste en expliquant ce principe à tout le monde. C'est comment est créer de la richesse et de la valeur. Et en fait, dans la logique des gens, quand tu t'enrichis, c'est que tu as pris à quelqu'un et qu'en fait, la valeur et la richesse globale, c'est quelque chose de taille fixe comme le trading en fait, il y a un perdant et un gagnant. C'est un jeu à somme nulle, voire des fois même à somme négative. Non, pas négative. Mais en fait, l'économie et la création de richesse, c'est à somme positive. Et juste expliquer aux gens que j'ai de l'argent, tu as une carotte, je te l'achète, je te transfère de l'argent, t'as gagné de l'argent, j'ai gagné une carotte, et on a créé de la richesse au global. Les gens, s'ils arrivaient vraiment à comprendre ce principe simple, ils se diraient ok, donc en fait, aller prendre aux autres pour en enrichir moi, c'est pas la seule solution.
Et donc, il serait obligé. Vas-y. Juste pour compléter ton exemple, celui que c'est peut-être pas pour le rendre un peu plus clair, c'est que surtout ça répond. Et si c'est fait de manière spontanée, naturelle et que c'est pas sous la Oui. pression, c'est qu'en fait c'est un échange qui est consenti mutuellement et que chacun avait un besoin que l'autre est capable auquel l'autre est capable de répondre. Et donc en fait il y a création de richesse parce que tu améliores la vie de chacun. Et c'est ça toute la beauté, c'est qu'on a forcé personne à venir acheter ton produit ou à le vendre ou à produire telle chose. C'est que tu t'es dit, tiens, il y a un mec qui a besoin de telle chose, je le produis, il me l'achète, et puis lui, il est content. Moi, je me suis spécialisé, je suis capable de faire des gains de productivité, et c'est comme ça que tout roule. Ouais. Et en fait, je pense que tout part de là. Et quand les gens intégreront ça, ils comprendront que la création de richesse est possible en dehors de leur cadre. Et le réfuter impliquerait que, en fait, ils préfèrent le vol à se bouger le cul le matin pour faire des choses. Et qu'en fait, c'est juste des énormes paresseux et que ce sont des véritables parasites. Et dans ce cas-là, au moins, ils seraient en accord avec leurs vraies valeurs. Parce qu'actuellement, les Français sont en majorité des parasites. C'est le cas. Et ils se sont enfoncés progressivement là-dedans parce que en fait, les seuls bullshit jobs, c'est les bullshit jobs de l'État. Et ça, il y en a de plus en plus, directement et indirectement, parce que la subvention aux entreprises, ça fait aussi ça. Ça impose par idéologie à des entreprises d'aller sur des marchés qui sont non rentables, parce qu'un énarque s'est réveillé un matin en se disant ça c'est important. Et juste pour compléter ça, on parlait de BlackRock avant et ils sont un peu aussi responsables de ça, c'est que c'est eux au tout début qui ont poussé la RSE. Je me rappelle plus comment ça s'appelle en ISG. ESG. Comment on dit en ESG. anglais? ESG. Et en fait, pour eux, l'idée c'était de créer une grille de notation pour les entreprises qui s'alignent avec. Alors je sais pas si c'est un énorme scam, mais qu'ils ont dit que c'était un besoin de la population pour permettre aux gens de faire un investissement plus responsable et tout. Pour moi, c'est surtout un vaste scam qui a été en même temps poussé un peu par les multinationales parce que c'est aussi un bon moyen de dire bah tiens on dresse une énorme barrière à l'entrée, on scam tout le monde parce que nous on a juste une armée par exemple de mecs qui vont faire des rapports sur le fait que voilà on est une super entreprise alors que c'est pas possible pour une petite structure de le faire. Et donc, en fait, tu es capable de pousser encore plus de gens à l'extérieur des marchés financiers, du financement. Et donc, tu dis, bah, voilà, moi, je suis super, j'ai plein de femmes, plein d'hommes, il y a plein d'immigrés qui travaillent aussi dans mon entreprise. On respecte les trucs de développement social. Et le problème, c'est que là, tu vois, c'est pas tout à fait l'entreprise, l'État, c'est aussi l'entreprise qui a créé Ouais. ça, sûrement un peu main dans la main avec l'État. Et c'est là où il faut faire gaffe. Bah, le problème, c'est que là, le pont entre les deux, c'est la monnaie. C'est qu'en fait, Et, derrière, BlackRock propose des fonds ESG compatibles et attribue des notes. BlackRock reçoit via les banques d'investissement et la signature de l'État de l'argent qui est imprimé de nulle part, qui flèche ces investissements dans ces fonds. Et en fait, BlackRock, derrière, eux, ils reçoivent les commissions entre les deux. Et il y a une boucle de rétroaction positive pour eux. Donc, ils ont tout un intérêt à le faire. Et c'est pour ça que on répétera jamais assez. En fait, la monnaie, c'est le centre de l'économie. Et tant qu'on touchera pas à ça, tout restera pourri. On aura beau faire ce qu'on veut. La preuve, les États-Unis ne seraient pas dans l'état actuel qu'ils sont, c'est-à-dire un pays socialiste, enfin, en tout cas pour la majorité des États, s'il n'y avait pas la monnaie et le dollar. C'est la création de la Fed et le fait qu'il y ait le dollar qui les a forcés à faire du déficit public parce que bah, ils exportent leur dollar, monnaie de réserve mondiale, etc. Et ça les a poussés à faire ça. Mais à la base, les États-Unis, c'était quand même une idée géniale et c'était un pays vraiment libéral. Mais bah, la monnaie corrompt absolument. Et si on avait une possibilité de détruire tout ce système, et c'est ça dont je voudrais vous parler, les amis, parce que moi, je me suis laissé ambiancer par un truc. Je me suis laissé ambiancer par un truc récemment, et je voudrais le partager avec vous. Avant ça, on pourrait discuter de Michael Saylor. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à Michael Saylor, parce que je me demande des gars qui sont un petit peu bitcoiners hard, est-ce que vous considérez que c'est quelqu'un qui est pas très legit parce qu'il ajoute une couche sur quelque chose qui a finalement besoin de personne, ou alors est-ce que ce qu'il est en train de faire pour essayer de disrupter le marché du crédit,
au contraire, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, avant de vous parler de ce petit produit sur lequel je me suis laissé ambiancer, j'aimerais avoir votre avis plus général sur Michael Saylor. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif ou neutre ou plutôt négatif? Moi, j'aime bien la métaphore, souvent qui est, je sais pas si tu as déjà vu les posts un petit peu de Bitcoiner Maxi, où tu vois un trou noir avec un soleil qui est à côté et qui est en train de l'aspirer et il y a Bitcoin qui est au milieu du trou noir. Et pour moi, Bitcoin, c'est ça. C'est une sorte de paradis de l'épargne qui est en train, au fur et à mesure que l'idée se propage et que les gens comprennent, en train d'aspirer toutes les liquidités disponibles, des gens qui essayent d'échapper au fiat, à l'inflation, échapper au gouvernement tyrannique et à tous les autres problèmes, à beaucoup d'autres problèmes qu'ont la monnaie. Et les véhicules d'épargne, que ce soit même l'immobilier, hein, au final, l'immobilier, souvent les gens l'utilisent pour épargner, mais c'est pas non plus super. Déjà, c'est peu liquide. Il y a des gros mouvements. Il y a la crise de 2008, par exemple. On te le taxe facilement. Et en fait, tout ça réuni fait que il y a plein de liquidités qui arrivent dedans. Mais pour ça, il y a aussi besoin d'éléments de véhicules. Par exemple, les ETF, les plateformes qui permettent d'acheter plus vite et tout. À des moments, c'est corruptible. C'est moins bien que de l'acheter en pair à pair, mais c'est aussi compliqué. Le marché a toujours besoin de place centralisée. Et pour moi, en fait, Michael Saylor, il vient prendre sa place dans cet écosystème, dans cette relation entre le trou noir et le soleil. Et le soleil, c'est voilà toute l'épargne mondiale et l'investissement. Et il se dit, en fait, je vais créer un moyen d'accélérer tout ça et de permettre d'avoir un véhicule d'investissement pour les entreprises, pour leur permettre de sortir de ce système sans même s'en rendre compte. En fait, ils participent à l'accroissement de l'achat de Bitcoin pour MicroStrategy, qui en fait convertit un peu la dette fiat des entreprises en maintenant dette backée par du Bitcoin. Et pour moi, même si c'est drivé, c'est par vraiment un aspect juste pécunier, et il y a une sorte un peu de vision encore un peu fiatiste de court terme et de faire plus de thunes plus rapidement possible. En même temps, je trouve que sans t'en rendre compte, tu commences à te maximaliser le Bitcoin et pour moi, tu fais le bien parce que Bitcoin, ça sera toujours mieux que les fiat qui permettent de financer des gouvernements et tout. Et si ça peut accélérer l'adoption, bah tant mieux. Ouais, moi je suis 100% J'ai pas du d'accord tout avec toi. décrit ce qu'il faisait. Je suis 100% d'accord avec toi, moi, sur Saylor. Pour moi, en fait, c'est qu'on l'a trop pris pour un idéologue et on a oublié que c'était un entrepreneur. Ou du moins, en tout cas, il a deux personnalités. C'est-à-dire, il y a Michael Saylor, l'idéologue qui fait des conférences et qui t'explique que Bitcoin, c'est le futur. Mais il y a aussi Michael Saylor, l'entrepreneur et le patron de MicroStrategy, qui veut gagner de l'oseille, en fait. Et il a raison. Et en fait, je trouve qu'il a réussi quand même à joindre le meilleur des deux mondes, parce qu'au final, son produit, là, le Stretch, je crois, c'est ça, son nom, Ouais. enfin le STRC, en fait, c'est juste une attaque sur le dollar qui permet de fournir un rendement assez stable, enfin, fournir un rendement stable sur un produit plutôt stable également, backé par du Bitcoin, où en fait, il se garde la performance de Bitcoin, il reverse un dividende, même si c'est pas vraiment un dividende en réalité. Et c'est génial en fait. Moi je trouve que Ouais. c'est hyper pertinent. Euh, on saura dans 10 ans si c'est le plus grand génie de l'histoire de l'humanité ou si c'est un énorme trou du cul et qu'on est en train de fanfaronner sur un truc qui va échouer. Moi j'ai l'intime conviction que c'est un génie. Voilà. Je trouve que vraiment ce mec au final, on peut ne pas apprécier le fait qu'il corrompt Bitcoin. En fait, il corrompt pas Bitcoin. Il l'utilise comme lui, il pense qu'il faudrait qu'il soit utilisé dans la finance. Ouais, donc moi en fait je vais vous dire ce qui m'a ambiancé là-dedans et donc c'est pour ça que j'ai acheté du Stretch, qui est coté au Nasdaq et c'est la plus grosse IPO de l'année. Donc c'est la plus grosse émission de l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont décrit cette nouvelle comme le moment iPhone de MicroStrategy. Et au-delà de la formule journalistique, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, au début, l'objectif de Michael Saylor, c'est de faire des produits qui captaient le pognon des entreprises. Et là, un produit comme ça arrive directement en opposition avec les produits dans lesquels les particuliers qui veulent le taux sans risque utilisent. Et donc c'est typiquement tu vas à la banque et la banque te file de la dette d'État et te donne un rendement pourri.
Et donc là, il a créé un produit où effectivement, tu as de la stabilité avec un rendement qui est hyper intéressant pour un particulier. Et en plus, là où il les entube encore plus, c'est que c'est du remboursement de capital. Donc ça veut dire que t'es même pas, c'est des impôts différés. Ça veut dire que tu n'as même pas la flat tax à 30% dessus. Et la manière dont il finance ça, ça peut ressembler à un Ponzi, mais en fait, quand il pense, c'est pas vraiment un Ponzi. Parce que ce qu'il fait quand il fait une émission comme ça, donc là, il a fait une émission en s'assurant que c'était complètement couvert et très largement couvert par les bitcoins qu'il a dans son entreprise. Et tout l'argent qu'il collecte, il le fout dans bitcoin. Et donc tu te dis, d'accord, mais avec quoi il paye le dividende? Eh ben, il paye le dividende parce qu'il table sur le fait que bitcoin va augmenter de 30% par an. Et donc qui va toujours pouvoir augmenter le nombre de nouvelles actions qu'il émet sans devoir diluer les actionnaires. Et donc c'est ça la façon dont ça marche. Et en termes d'ingénierie financière, comment est-ce qu'il fait pour maintenir un prix aux alentours de 100 $? C'est que quand tu as trop de demandes et que le prix monte trop, il émet de nouvelles actions pour faire baisser le prix. Et si le prix baisse trop, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente le dividende pour attirer de nouveaux capitaux. Et donc, il a créé un truc. Évidemment, si Bitcoin se casse la figure pendant hyper longtemps, tout se plante. Mais moi, je trouvais ça tellement cool, cette idée. On va aller dégommer les livrets A, on va aller dégommer les fonds euros, on va aller dégommer les produits d'épargne adossés aux dettes d'État sur lesquelles les gens mettent leur argent en cherchant de la sécurité. Si tu es capable de créer un taux sans risque de 10%, mais en fait, tu as plié le game. Et donc, c'est ça que je trouvais hyper enthousiasmant. Et c'est pour ça que j'ai mis quelques billes là-dedans, juste pour pouvoir suivre le dossier. Mais en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début aussi, c'est que là, moi, ce que j'aime bien, c'est que Michael Saylor, au-delà de juste acheter du BTC, il est en train de complètement aligner ses incentives avec le fait qu'il faut que Bitcoin marche. Parce que là, c'est pas juste, il détient du Bitcoin et sa capitalisation boursière dépend uniquement de son stack de Bitcoin. C'est que là, concrètement, Bitcoin baisse trop, il fait faillite. Son entreprise explose. Et le mec, ça devient le plus grand clown de l'histoire de l'humanité. Donc il y a un alignement d'incentives, lui, que je trouve assez intéressant. Et c'est dans la démarche de ce qu'on disait, ça me rassure que la personne qui possède le plus de Bitcoin dans le monde soit autant skin in the game. Je préfère ça plutôt qu'il détienne juste du Bitcoin et après il en fait ce qu'il veut. Il y a du risque, il y a clairement du risque. Je pense qu'il est plutôt mesuré dans le sens où il a plutôt bien fait ses calculs a priori. Et en vrai, ouais, le produit est hyper intéressant. Après, il y a un risque potentiel, mais je trouve que la symétrie est bonne. Pour 10%, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est Bah, pour c'est ça que pour je les trouve gens ça qui aussi veulent pas dangereux, s'exposer à la terme de volatilité. taux. Je trouve ça dangereux, souvent, l'utilisation du terme taux sans risque. Parce que déjà, en fait, il a été créé au départ sur un scam du taux sans risque des États, comme quoi, en fait, ils seraient toujours capables de rembourser leurs dettes. Alors qu'on sait que très souvent, ils ont fait défaut dans l'histoire de l'humanité. Et là, de le réappliquer à ça, ouais, c'est peut-être un peu dangereux. Mais en tout cas, c'est le même, relativement, c'est le même niveau de risque, voire peut-être inférieur à voir. Le risque de l'État, souvent, c'est est-ce qu'il va être en capacité de taxer sa population ou non pour rembourser sa dette. C'est tout l'enjeu. En fait, ça dépend de ta croyance. Si tu crois en l'État infaillible et ad vitam aeternam, le taux sans risque, c'est que l'État te rembourse. Si tu crois en Bitcoin, le taux sans risque, c'est que Bitcoin ne disparaîtra jamais. C'est juste une question de perspective en réalité. Très bien. Bon, c'est une émission, on a parlé un peu de Bitcoin quand même, donc je trouvais que c'était important de faire ça vu votre expertise dans le domaine. Je précise que j'ai pas été sage parce qu'on s'était dit qu'on lisait un livre et ce livre, je l'ai commencé, les vacances sont passées, j'ai complètement oublié. Voilà, la loi, mais on se fait ça pour le prochain épisode et là, promis, je l'aurais lu parce que eux ont fait le travail et moi j'ai pas fait le travail, donc c'est de ma faute. Donc lisez la loi, n'hésitez pas à passer par le lien que vous propose How to Bitcoin pour à la fois faire marcher une librairie qui essaie de proposer des ouvrages qui vont à l'encontre de la pensée gauchiste habituelle. Donc vous soutenez une librairie et puis si vous passez par le lien qui aura sous la vidéo, vous soutiendrez également la chaîne de How to Bitcoin et je pense qu'il le mérite bien. C'était cool. Et puis, on va se refaire ça assez régulièrement parce que le premier épisode a bien marché. Pour une émission de ce type-là, on a fait plus de 10 000 vues et je trouve que c'est bien. Ok, écoute, nous, c'est un grand plaisir aussi. Merci pour le partage. Merci pour le moment.
Et puis, n'hésitez pas hein, à poser des questions en commentaire. Faites-vous plaisir. Si des fois on est allé un peu vite sur certains termes, on essaiera de se glisser dans les commentaires et de répondre quand il y a des questions. À la prochaine. Merci. Ciao. Ciao tout le monde.